Alors, on en arrive à la partie 2 de la correction, donc l'apprentissage du réseau. Voilà, donc pour rappel, la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones consiste à prendre un dictionnaire d'entrée dont on connaît la sortie et de les présenter au réseau afin qu'il modifie progressivement ses poids, d'accord? Donc feed forward, backpropagation. Voilà, donc on va considérer que les échantillons sont présentés un par un. D'habitude, dans la pratique, on utilisera plutôt un batch, mais c'est plus compliqué à coder de manière brute, donc on va envoyer les données une par une. Alors, une structure cohérente pour le problème considéré consiste à prendre une unique couche cachée de 32 neurones. Donc 32 neurones à la première couche cachée. Alors, on va décommenter progressivement les choses. 32 neurones à la première couche cachée, ça veut dire que N1 est égal à 32. D'accord. Et puis, en se rappelant le problème considéré, donner la bonne valeur à la variable N2. Alors, N1, c'est donc le nombre de couches du neurone 1, et N2, c'est le nombre de neurones dans la couche de sortie. Pour savoir combien il y en a, il suffit de se rappeler le problème. On cherche à compter des chiffres. Donc, il y a 10, à déterminer un chiffre. Il y a 10 sorties possibles. Donc, on met 10 neurones à la couche de sortie. Voilà. Tac, tac, tac. Combien de paramètres sont à régler pour ce réseau? Alors, c'est assez simple. On a 128. Alors, 28 par 28, je ne sais plus combien ça fait exactement. En fait, on a 28 par 28 entrées. D'accord, on s'en fout, en fait, on va faire des maths. On a 32 neurones à la couche 1. Donc, on va avoir 32 fois 28 fois 28 poids à la couche 1. D'accord, plus les biais. Donc, plus 32 biais. Et puis à la couche 2, on a 10 fois 32 poids, plus 10 biais. Voilà, donc le nombre de neurones, c'est le résultat de cette opération. Je ne vais pas le poser, mais peu importe. Renseigner ces informations, en général aléatoirement, les matrices W1 et W2. Alors, les matrices W1 et W2, c'est ici. On va juste se remémorer la petite figure que j'ai dessinée à la précédente vidéo, qui est celle-ci. Donc, on a autant de lignes qu'il y a de neurones, d'accord, et autant de colonnes qu'il y a de poids par neurone. Donc pour W1, on a autant de lignes que de neurones, c'est-à-dire 32 lignes, d'accord, donc on va faire un random 32 lignes, et on a autant de colonnes qu'il y a de paramètres, c'est-à-dire qu'on en a 28 par 28, plus 1, parce qu'on a le biais, toujours. D'accord ? Voilà. Et par contre, là, ça me fait générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Pour le faire entre moins 1 et 1, je fais x2 et moins 1. Et de la même façon, W2, on va avoir le même postulat, sauf que combien j'ai de neurones? Eh bien, j'en ai 10, donc 10 lignes. Combien j'ai de paramètres par neurone? J'en ai 32, plus 1, plus le biais. Voilà. Donc voilà pour W1 et W2. Alors, compléter la fonction forward pour qu'elle joue son rôle. Alors là, effectivement, on est un peu embêté, puisque on a le passage. Donc, forward, c'est faire passer l'information dans le neurone. Donc, on a d'abord le passage dans la première couche, puis le passage dans la deuxième couche, et on fait ça pour chaque neurone. Donc, en fait, on va faire la même chose qu'au TP précédent, on fait en deux temps. On commence par calculer la somme pour le neurone, donc on va appeler ça somme, d'accord. À quoi est égale la somme? Elle est égale à la énième ligne de W1. D'accord. Donc la énième ligne de W1 que je multiplie par mon entrée E à laquelle j'ajoute mon 1 unitaire, vous vous rappelez, qui est associé au biais de la façon suivante. Donc voilà pour ma somme. Et une fois que j'ai fait ça, la sortie de mon neurone, la sortie définitive, c'est le résultat de la fonction sigmoïde prenant en paramètre somme. Donc c'est 1 sur 1, on met des parenthèses, sur 1 plus exponentielle de moins somme. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le passage dans une couche, parce que je fais ça pour chaque neurone et je m'en sors bien. On va faire exactement la même chose pour la deuxième. D'accord. Sauf que c'est pas E qui définit mon entrée, c'est S1. L'entrée de la couche 2, c'est la sortie de la couche 1. Et c'est pas W1 que je considère, c'est W2. Et du coup, S2N,1 est égal à ça. D'accord? Donc je n'ai fait qu'appliquer les équations. À chaque fois, je fais passer l'information à travers mes différents neurones.
Alors, peut-être que j'ai fait une erreur, on verra ça à l'exécution tout à l'heure. La fonction backprop est déjà complète, donc on s'en occupe pas. Régler le nombre d'itérations à 1000. Et compléter le programme pour que le réseau apprenne. Alors pour faire ça, on va tout décommenter, tac, 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 tac. Et puis on va remplacer les deux points d'interrogation qu'on a ici. Donc le premier point d'interrogation, c'est on avance, donc on fait forward. Alors la fonction forward, elle prend en paramètre E, donc l'entrée W1 et W2, et elle donne comme résultat W1 et W2. Et puis ensuite, on va faire la backpropagation. Et la backpropagation, elle prend en paramètre. Attendez, je me suis planté. Forward, c'est pas W et W1, c'est S et S1. Je ne sais plus dans quel sens, on va vérifier. Tac, c'est d'abord S puis S1, très bien. Et backprop, elle prend en paramètre donc. Alors attendez, il faut que je me rappelle. Elle prend S, elle prend SD, elle prend S1, elle prend nu, qui est le paramètre, elle prend W1 et W2, et elle prend l'entrée. Et pour finir, elle génère comme résultat W1 et W2. D'accord? Donc, elle nous donne les poids après mise à jour. Et tac, 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 tac. Ok, utiliser la fonction test réseau pour afficher un échantillon. Donc là, normalement, après l'apprentissage, je peux faire test réseau. Je sais plus ce que ça prend en paramètres, ça prend W1 et W2. On va juste vérifier que c'est complet. J'ai calcul SD à compléter aussi. Attendez, je vais vérifier que test réseau il est complet, mais je crois que oui. Ouais, test réseau, il n'y a aucun problème, c'est plein. Par contre, calcul SD, alors pourquoi je parle de calcul SD? Parce que ici, à cette ligne-là, je fais appel à calcul SD. Donc calcul SD, qu'est-ce que c'est? Mon dictionnaire prend en entrée des images et à chaque fois le chiffre qui correspond. Or, mon neurone n'a pas en sortie un chiffre, mais un vecteur de 10 valeurs qui correspondent à la probabilité d'avoir tel ou tel chiffre. Autrement dit, calcul SD, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit un chiffre en un vecteur de 10 valeurs où toutes les cases vaudront 0, sauf la case correspondant à la bonne valeur qui, elle, doit valoir 1. Autrement dit, la case n plus 1, d'accord? Pourquoi n plus 1? Parce que la case d'indice 1, c'est celle qui représente le chiffre 0, doit être égale à 1. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, normalement, à l'exécution, on va commencer à voir des choses se passer. Alors, je me suis planté. Où est-ce que je me suis planté? Ah bah oui, j'ai pas sélectionné aléatoirement mon image. Donc pour sélectionner aléatoirement mon image, je vais aller récupérer une image, enfin un chiffre aléatoire parmi le nombre de colonnes de i. Voilà. Donc je prends au pif en fait une image. Alors voyons voir. Est-ce qu'il apprend déjà? Il est en train, donc là il réfléchit. Encore une fois, j'ai une machine virtuelle, donc ça va pas forcément être très rapide, mais on va regarder à quoi ça ressemble. Ok, là c'est en train d'apprendre, d'accord? Le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois où il apprend. On a dit qu'il y en avait 1000, on va regarder ce qu'il arrive. Donc après 1000 itérations, j'ai exécuté test réseau, donc normalement il va m'ouvrir une petite figure. Voilà, la voilà. Alors là, il y a un problème clair et net. C'est que toutes les probabilités sont à 1. Donc là, j'ai un problème dans mon apprentissage, j'ai forcément une erreur quelque part. Donc il va falloir qu'on la trouve. Il va falloir qu'on la trouve. Donc on va chercher ça. Et ça risque d'être un peu sportif à trouver. Où est-ce que je me suis planté? Regardez, la sortie, oui, il y a un vrai problème puisque la sortie, toutes les sorties sont égales à 1. Alors, que vaut S1? On va regarder là, vous voyez, on va un petit peu explorer. Si toutes les sorties valent 1, ça veut dire que mon réseau il apprend pas. Donc mon S1 il a l'air bon. Je pense que j'ai fait simplement une erreur dans le forward. Regardez.
l'instant, je ne vois pas d'erreur. Alors, comment est-ce que ça fait 1 pour tout le monde? Regardez ça. Là, je suis vraiment dans du débugage, hein. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que toutes mes valeurs sont positives, là. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur ici. J'ai oublié le moins 1, tout simplement. Hop. On refait. Alors, je vais remettre le point virgule ici, et on va réessayer, voir ce que ça raconte. Donc là, en fait, j'avais a priori décalé l'initialisation des poids, ce qui avait pour conséquence que toutes les sommes étaient positives, et que donc la sigmoïde donnait un résultat positif sur tout à droite. Donc là, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, donc là, on commence à avoir quelque chose qui apprend, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela étant, on se rend compte d'un truc, c'est que ça marche pas si mal que ça, hein. C'est bien un 9, c'est bien un 2, bon c'est pas un 7 mais on pourrait le confondre, alors là par contre c'est complètement faux, là c'est complètement faux, là c'est bien un 7. Vous voyez, en fait ce qu'on est en train d'observer, c'est que ça marchote, d'accord, il y en a pas mal qui sont bons, c'est bien mieux que le hasard, mais c'est pas encore bon. Donc ça répond à la question... Voilà, donc la question 6, hein, justifier ce que vous savez et proposer une solution. En fait, là, ce qui est clair, c'est que on n'a pas laissé le temps au réseau de converger. On n'a pas laissé le temps au réseau d'obtenir le bon résultat. Donc, la solution la plus directe et la plus logique, c'est qu'on va laisser beaucoup plus d'itérations. D'accord ? Et pour voir ce qui se passe, on va décommenter ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est ce qui permet de représenter l'erreur au fil du temps. Ah oui, sauf que je crois que j'ai un truc... je crois que j'ai fait une bêtise, parce qu'il y a un truc que j'ai pas corrigé. Donc là, il va planter. Il va planter. On va le laisser tranquillement planter. J'ai simple... Ouais, c'est quand il va arriver à 1000 que ça va planter. Je vais l'arrêter. Vous allez comprendre. En fait, ici, j'ai pas rempli les fichiers qui servent à l'entraîner. Donc, dans calcul erreur, je vais lui donner les images de test. Hein. Les images de test... c'est celles qui permettent de valider à quel point le réseau il est devenu bon. D'accord. Là c'est les labels, je ne fais que récupérer le nom des fichiers. Hop, et on va réexécuter, et là normalement ça devrait être un peu mieux. Ah, tac, oui. Il me manque un dernier petit truc, c'est que j'ai pas initialisé la variable E. Tac. Voilà, les joies de MATLAB. Hein. Et cette fois, on va pouvoir observer ce qu'il y a à observer.
Donc là, ça va prendre un peu de temps. Toutes les 1000 itérations, en fait, il se met pause et il calcule est-ce que le réseau est bon. Et il va me tracer à quel point le réseau est bon. Donc ce qu'on calcule, c'est l'erreur. Là, vous voyez, l'erreur est de 61%. Donc ça veut dire qu'il se plante 6 fois sur 10. D'accord. Deuxième, à 2000, on est déjà arrivé à 40% à peu près, vous voyez. Donc il se plante plus que 4 fois sur 10. 30% au bout de 3000, 3 fois sur 10. Donc vous voyez, on a l'erreur qui est en train de diminuer, ce qui veut dire que mon réseau est en train de devenir de plus en plus performant au problème qui est de reconnaître quel est le chiffre. Donc là, ça prend du temps, hein, bien sûr. Et ce qu'on voit également, c'est qu'au fil du temps, la pente s'aplatit, ce qui veut dire que plus on avance, plus on donne d'exemples, moins il apprend vite. D'accord ? Là, on est en train de converger vers 20%. Alors, on va pas le laisser des dizaines et des dizaines de milliers d'itérations. Hein. Il y a de toute façon un effet de plateau qui apparaît. Là, logiquement, vu le problème et vu le réseau qu'on considère, il devrait converger autour de entre 8 et 12%. Voilà, donc je l'ai mis jusqu'à 10 000, donc là c'est la dernière itération, voilà, il va s'arrêter. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est le résultat cette fois. Donc là maintenant on estime qu'il se plante, vous voyez, alors on va voir, hein. Là il se plante beaucoup moins souvent, donc regardez ce qu'on a sous les yeux, là c'est bien 2, c'est bien 5, c'est bien 6. Vous voyez, à chaque fois, il nous donne un indice de confiance qui est assez élevé, puisque là par exemple ce 8 il nous dit qu'il a à peu près 95% de chance que 100 soit un 1, et si vous regardez bien, il est plutôt pas mauvais. D'accord ? Donc là on a bien un réseau qui a appris. Voilà. Donc c'est plutôt cohérent. On essaye d'avancer dans l'énoncé, décommenter les lignes 51 à 71 et relancer un apprentissage en affinant une nouvelle fois besoin si vous voulez. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, alors là c'est surtout de la contemplation, hein. On va afficher en fait le rôle de chaque poids pour ce qui est de reconnaître un chiffre. Et ça va surtout être de l'observation. En fait, c'est pour vous montrer un petit peu les mécanismes internes d'un réseau de neurones. C'est automatique, hein, et on va voir apparaître progressivement les éléments caractéristiques des différents chiffres. Donc encore une fois, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, en fait ça ce sont... Donc là c'est les 10 neurones de sortie. Ça, c'est les 32 neurones internes. Et en fait, ce qu'on va voir apparaître progressivement, c'est l'impact de chaque pixel sur ces différents neurones. Alors voilà, on est arrivé à 100 000 itérations. Hein. J'ai fait une ellipse parce que c'était très long à entraîner. 100 000 itérations, on a un taux de réussite qui est vraiment pas mal, hein. La majorité des chiffres sont bons, on a une petite erreur ici, une petite erreur ici, mais si vous regardez bien quand même dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ce que je voulais que vous regardiez, c'est l'allure en fait des différents neurones, l'impact en fait de chaque pixel sur les différents neurones. Quand c'est sombre, ça veut dire que le pixel a un effet inhibiteur, donc quand il est éteint, ça renforce le fait que le neurone va s'allumer. Quand il est sombre, ça renforce le fait que le neurone va s'allumer. Et les pixels qui apparaissent en blanc, c'est des pixels qui ont un effet activateur. Donc le fait qu'il soit présent, le fait qu'il soit allumé, va allumer le neurone. D'accord ? Par exemple, là vous regardez, en fait, il y a beaucoup de blanc ici. Donc pour reconnaître un 1, on va dire que si ces pixels-là sont blancs et qu'à côté c'est noir, ça ressemble à un 1. Pour un 2, vous voyez, c'est encore plus marqué. Il faut que cet espace-là soit blanc et que cet espace-là soit noir. Pour un 3, c'est le cas ici, et ainsi de suite. Et là, vous avez des résultats intermédiaires où, si vous regardez bien, vous n'avez que des morceaux, que des éléments de chiffres. Vous n'avez pas les chiffres complets, vous avez plus des boucles, des choses comme ça. Voilà. Donc je mets enfin cette vidéo et j'en fais une dernière pour la dernière partie.